Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus en cette nouvelle séance en matière de droit des assurances. Alors cette séance sera consacrée aux acteurs du droit des assurances. Alors, lorsqu'on parle des acteurs du droit des assurances, on parle forcément des personnes qui interviennent, qui sont créateurs d'une opération d'assurance. Les personnes qui ont choisi de conclure un contrat afin de se sécuriser ou bien de sécuriser un autrui. Autrement dit, ce sont les intervenants et ce sont les personnes qui ont créé un contrat d'assurance. Alors, qui sont ces acteurs? Généralement, lorsqu'on parle des acteurs du droit des assurances, alors, soit ce sont des acteurs directs, soit ce sont des acteurs, indirects. Alors, lorsqu'on parle des acteurs directs, ce sont les personnes qui ont directement négocié, choisi, opté, payé, signé le contrat d'assurance. Parce que généralement, le contrat, il est signé entre deux personnes, par deux personnes. Alors là, ce sont les acteurs directs. Mais d'autres personnes peuvent intervenir, peuvent bénéficier ou bien peuvent être, sans le vouloir ou même sans le savoir, être des parties à ce contrat. Alors ces personnes, même si elles n'ont pas signé, elles n'ont pas négocié, elles n'ont pas participé à l'élaboration de ce contrat, mais sont réputées des acteurs du contrat d'assurance. Alors pour pouvoir savoir qui sont les acteurs du droit des assurances? Alors, le point de départ, on va démarrer par la définition qui a été donnée de l'assurance et qu'on a déjà vue. Et d'après cette définition, on pourrait relever les acteurs et les personnes qui créent le contrat d'assurance. Alors, l'assurance, c'est une opération par laquelle une partie, qui s'appelle l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, pour lui, alors là c'est une deuxième partie, ou pour un tiers, troisième partie, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, qui est l'assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. Alors cette définition, vous l'avez déjà, on l'a déjà vu lorsqu'on a défini l'assurance, mais de toute façon, vous allez la trouver dans le Polycop. Votre délégué m'a déjà confirmé que vous avez pu trouver le Polycop. De toute façon, je vais vous donner le Polycop mis à jour à l'appui de mes interventions. Alors, d'après cette définition, et vous allez trouver également dans le Polycop les 4 parties signées, c'est-à-dire on a relevé quels sont les acteurs d'une opération d'assurance. Alors, d'après cette définition, il y a l'assuré, il y a pour lui, il y a un tiers et il y a l'assureur. Alors, d'après cette définition, et d'après même la doctrine, et d'après toutes les expériences qui ont eu lieu en la matière, alors on peut déduire que l'assurance, c'est une convention, c'est une opération bilatérale qui est élaborée entre deux personnes et qui crée des effets à ces deux personnes. Alors, lorsqu'on parle d'une opération bilatérale, alors il y a uniquement assuré-assureur. Et c'est là la définition qui a été, c'est la convention, c'est le type d'opération qui a surgi dès le début, qui existe jusqu'à présent, mais avec quelques modifs et avec une évolution qui est vraiment très, très, très importante. Ce qui a engendré la création d'un autre acteur et qui a donné lieu à une opération tripartite. Autrement dit, l'assurance n'est pas seulement une opération bilatérale, mais elle est également une opération tripartite lorsqu'elle est conclue, lorsqu'elle est élaborée, lorsqu'elle crée des effets entre 3 parties, l'assuré, l'assureur et le bénéficiaire. D'un autre côté, l'assurance peut être une opération quadruple, dans laquelle on trouve 4 acteurs, 4 parties. Il y a l'assuré, l'assureur, bénéficiaire et souscripteur. Alors, ce qui nous oblige à éclaircir de qui on parle, ce qui nous oblige à clarifier
Quels sont ces acteurs? Lorsqu'on parle de assuré, qu'est-ce qu'on entend par assuré? Quelles sont les obligations de l'assuré? Quels sont les effets qui découlent d'un contrat d'assurance vis-à-vis de l'assuré? Qui est l'assureur? Qui est le bénéficiaire? Et qui est le souscripteur? Mais à ne pas oublier que qu'une opération ou bien un contrat d'assurance, il n'y a pas un contrat, si j'ose dire, on ne pourrait pas parler d'un contrat automatique, c'est-à-dire un contrat, il peut être signé entre deux personnes et créateur des effets pour ces deux personnes uniquement. Alors là, on parle d'opération bilatérale. Un contrat signé par deux personnes, mais créateur d'effets par une autre personne qui est le bénéficiaire, et là, on parle d'une opération tripartite, ou bien un contrat qui est une opération quadruple dans laquelle on trouve 4 éléments qui est l'assureur, l'assuré, bénéficiaire et le souscripteur. Alors là, on va commencer par la partie assureur. Alors, c'est qui l'assureur? L'article 1 du Code des assurances, la loi numéro 1799, nous donne une définition juridique de l'assureur qui stipule que l'assureur, c'est une entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurance. Autrement dit, l'assureur doit être une entreprise, premièrement, doit être agréé, troisièmement, et doit effectuer des opérations d'assurance. On va les voir beaucoup plus en détail parce que l'assureur, on aura l'occasion de le voir plusieurs fois dans plusieurs parties, mais la partie qui est spécifique à cet acteur est la partie relative aux sociétés d'assurance qu'on va voir en dernier lieu. La définition linguistique de l'assureur, d'après le petit Robert, alors l'assureur, c'est une personne qui assure, qui accepte de souscrire, bien évidemment, parce que le souscripteur ou bien le client, c'est lui qui se met à la recherche d'une entreprise ou bien d'une personne qui acceptera de l'assurer et qui acceptera de souscrire et de signer un contrat d'assurance et qui acceptera également de garantir quelqu'un ou quelque chose par un contrat d'assurance à travers la signature et la légalisation d'un contrat d'assurance. Alors, l'assureur, les synonymes de l'assureur d'après le petit Robert, c'est un agent, c'est un inspecteur et c'est un courtier. Ce sont les synonymes, donnés par le petit Robert. Alors, d'après tout ceci, on peut déduire que l'assureur et les conditions qui doivent peser sur un assureur, premièrement, l'assureur doit être un professionnel de l'assurance. Alors, une personne, pour obtenir et pour postuler, pour demander l'agrément pour être un assureur et pour avoir le titre et la qualité d'assureur, il doit être un professionnel du métier. C'est-à-dire, il doit avoir suffisamment de diplômes, il doit avoir une expérience suffisante, généralement c'est une expérience de 10 ans, et il exige par exemple une expérience en matière financière, une expérience en matière d'assurance, une expérience en matière commerciale. Donc là, ce sont généralement des matières qui sont proches du métier qu'il demande ou bien qu'il postule dans l'avenir. Donc, il doit être un professionnel de l'assurance. Deuxième condition, il doit être un détenteur exclusif du produit. Autrement dit, un assureur n'a pas le droit de pratiquer une activité autre que l'assureur, c'est-à-dire autre que celle qui lui a été octroyée par le ministère des Finances. Donc, il n'a pas le droit d'exercer un autre métier ou bien une autre activité en même temps parallèlement à son rôle d'assureur. L'assureur, c'est une partie prenante. C'est une partie apparente au contrat. Une partie prenante, c'est-à-dire que l'assureur, c'est lui qui fixe les conditions, c'est lui qui négocie et qui détermine les clauses de ce contrat. Donc, il est une partie prenante, il impose une prime, il accepte certaines choses, il refuse certaines choses, il peut rectifier certaines choses. Donc, les clauses du contrat ou bien les éléments qui lui sont demandés par son client, c'est à lui de les accepter. Donc, s'il n'accepte pas, donc il n'y aura pas d'assureur, il n'y aura pas de contrat d'assurance. Donc, c'est une partie prenante. Quatrième condition, c'est une partie apparente au contrat. Donc, dans tout contrat d'assurance, on va voir lorsqu'on va parler des contrats d'assurance,
On va voir la preuve du contrat et on saura de quel contrat on parle. Donc, c'est une partie apparente. Donc, son nom, c'est-à-dire son identité doit être apparente, doit être visible et claire dans un contrat. Sa signature, son enseigne, son identité commerciale doit obligatoirement figurer dans le contrat d'assurance. Et là, je parle de la partie, lorsque je parle de l'assureur, je parle de la partie assureur qui signe, la partie assureur qui est face à la clientèle. Je ne parle pas des sociétés mères ou bien des autres sociétés qui n'ont jamais négocié, qui n'ont aucun relationnel avec la clientèle. L'assureur est le seul responsable vis-à-vis de l'assureur. Et là, je parle également de l'assureur qui a signé, qui a négocié, qui a accepté de garantir. Donc, il est le seul responsable vis-à-vis de son client. Il n'a pas à demander ou bien il n'a pas à se cacher derrière des prétextes comme quoi je ne suis qu'un intermédiaire ou bien vous n'avez qu'à voir avec la société mère ou bien vous n'avez qu'à réclamer ou bien vous n'avez qu'à... Non, il est seul responsable. C'est lui qui a accepté de garantir. C'est lui qui a accepté de conclure. C'est lui qui a signé, qui se matérialise par la signature de ce contrat. Donc, il est seul responsable vis-à-vis de son client. L'assureur, il est garant des dommages causés par l'assuré ou les personnes dont il est responsable. Donc, automatiquement, lorsqu'il a accepté de signer, lorsqu'il a accepté d'avoir le titre ou bien la qualité d'assureur, donc, la responsabilité qui pèse sur lui, c'est qu'il doit garantir les dommages causés par son client et qui, bien sûr, ces dommages doivent obligatoirement figurer dans le contrat. L'assureur, il est tenu également de payer dans le délai convenu la somme due. Remboursement, indemnisation, prise en charge, assistante. Donc, il doit répondre de ses engagements. Il doit respecter ses engagements. Donc, lorsqu'il y a un délai qui est convenu dans le contrat, il a l'obligation de le respecter. Et bien sûr, tout ça, il y a des exceptions lorsqu'il y a des exclusions légales ou bien des exclusions conventionnelles. Lorsqu'on parle des exclusions légales ou conventionnelles, donc l'assureur, il doit répondre, il doit payer, il doit garantir, il est responsable. Mais lorsqu'il y a une exclusion ou bien lorsqu'il y a un motif qui empêche, un motif légal ou bien un motif conventionnel qui empêche l'intervention de l'assureur, alors dans ce cas, l'assureur n'est plus tenu de répondre de ses engagements. On va voir les exclusions légales ou bien les exclusions conventionnelles dans les parties qui vont venir. Alors, d'après la définition juridique qui nous a été donnée par l'article 1 du Code des assurances, alors l'assureur est une entreprise. Autrement dit, il n'est jamais une personne physique. L'assureur ne doit et n'est jamais une personne physique. Il doit toujours être une entreprise. Une entreprise habilitée à effectuer toutes les opérations d'assurance. Une entreprise commerciale, ou bien un intermédiaire d'assurance, ou bien une société à forme mutuelle ou d'un organisme de prévoyance sociale, tout cela on va les voir. Il doit être agréé par un arrêté du ministère des Finances et il doit être soumis à un contrôle étatique, à un contrôle de l'État. Donc, un assureur, il doit être un groupement, une personne morale qui a l'habilité, qui a la capacité, qui a l'agrément et qui peut avoir la forme d'une société commerciale, c'est-à-dire que société commerciale anonyme, tout cela on va les voir. Il peut prendre la forme d'un intermédiaire d'assurance tel que par exemple un agent, un courtier, etc. Il peut prendre la forme d'une société à forme mutuelle ou d'un organisme de prévoyance sociale. Donc, dans ce cas, on ne parle plus de la forme commerciale et on ne parle plus d'une société commerciale. On va aller voir dans les parties qui vont venir qu'est-ce qu'on entend par société à forme mutuelle, société commerciale, intermédiaire d'assurance, etc. Donc, lorsqu'on a parlé de l'assureur doit être soumis à un contrôle de l'État, alors il est soumis au contrôle du ministère des Finances. Alors, le ministère des Finances, qui est un représentant de l'État, se compose de plusieurs départements. Il y a plusieurs départements qui le composent. Alors, on va les énumérer. On parle de l'inspection générale des finances, administration des douanes et des impôts indirects,
la Trésorerie générale du Royaume, la Direction générale des impôts, la Direction du budget, la Direction du Trésor et des finances extérieures, la Direction des entreprises publiques et de la privatisation, la Direction des domaines de l'État, la Direction des affaires administratives et générales, la Direction des études et des prévisions financières, l'agence judiciaire du Royaume et la direction qui nous intéresse s'appelle la direction des assurances et de la prévoyance sociale. Et également, il y a d'autres départements qui sont sous la tutelle du ministère des Finances. On parle de l'Office d'échange, on parle de la Caisse marocaine des retraites, qui a vraiment un grand rapport avec la matière de l'assurance. On parle de la Caisse centrale de garantie des prêts, c'est la même chose. Et on parle du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Alors, on revient à l'assureur. L'assureur, en plus de ce qu'on a déjà dit, alors de quoi il doit disposer? Il doit disposer d'une bonne moralité, d'une bonne image, d'une bonne réputation, c'est-à-dire il ne doit pas avoir un casier judiciaire, il ne doit pas être frappé, on va le voir lorsqu'on va voir la capacité, etc. Donc il doit avoir une bonne moralité pour avoir la qualité d'assureur. Il ne doit pas par exemple avoir subi une pénalité ou bien une sanction administrative ou bien n'importe quelle autre pénalité ou sanction qui pourrait nuire à sa moralité. L'assureur doit avoir également une compétence spécifique, déterminée, suffisante. Il doit avoir une bonne expérience pour bien mener sa mission. L'assureur doit disposer de moyens techniques. L'assureur doit disposer de moyens financiers. Lorsqu'on parle de moyens financiers, moyens techniques, on parle du capital, on parle du fonds de commerce, on parle de la logistique, on parle du personnel, on parle des coursiers, on parle de tous les moyens qui pourraient bien lui permettre de, tout d'abord, de créer son entreprise et bien évidemment de bien mener sa mission et bien mener sa qualité d'assureur en bonne et due forme. Alors, en plus de ces conditions, l'assureur, il doit avoir également d'autres conditions pour acquérir la qualité de commerçant. Le pourquoi? Alors, l'assureur est un commerçant. L'assurance, c'est une activité commerciale. On va voir pourquoi. Mais avant de rentrer dans les détails, on s'arrêtera un petit peu sur la qualité du commerçant. Vous l'avez vu dans le droit commercial. Alors, un assureur, en tant que commerçant, il doit respecter les conditions de capacité. Et vous connaissez tous, il doit respecter les conditions d'interdiction légale, il ne doit pas avoir l'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ayant une activité économique. Et il doit également respecter les conditions d'incompatibilité. Un commerçant, généralement, il n'a pas le droit d'exercer le commerce simultanément avec une autre activité qui lui est incompatible. Bien évidemment, il y a des sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui ne respecte pas ces conditions. Alors, on a dit que l'assurance est une activité commerciale. Alors, c'est l'article 6 du Code de commerce qui nous le dit. Alors, l'article 6 stipule que, sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4 ci-après relatif à la publicité au registre de commerce, alors la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. Alors, parmi ces activités, on trouve que dans l'alinéa 8, c'est clair et net, les opérations d'assurance à prime fixe. Autrement dit, ce sont les opérations d'assurance à caractère
commerciale. Et les opérations d'assurance à prime fixe, on va les voir dans la partie qui suit lorsqu'on va parler de la classification des opérations d'assurance. Alors, ce qui nous montre que l'assurance, c'est un acte de commerce par nature, c'est clair et net, que toute opération d'assurance à prime fixe, c'est un acte commercial par nature. L'assurance également, c'est un acte commercial par la forme. Un acte commercial par la forme, ce sont les actes qui sont commerciaux, quelle que soit la qualité de la personne qui les accomplit. Il peut s'agir d'une lettre de change, d'un billet à ordre, ou bien les actes faits par les sociétés commerciales. Autrement dit, une opération d'assurance, elle est pratiquée par une société commerciale. Autrement dit, c'est un acte commercial par la forme. L'assurance est un acte commercial mixte, c'est un acte de commerce mixte, parce que un acte de commerce mixte, c'est un acte qui est passé entre un commerçant et un non-commerçant. Autrement dit, entre une entreprise commerciale qui est l'assureur et un client, un particulier qui n'est pas un assureur et qui n'est pas l'assureur et qui n'est pas un commerçant. Et dans tous les cas, c'est un mélange de règles de droit civil et de droit commercial. Ça dépend de ce qu'ils ont convenu et ça dépend de la nature du litige qui a surgi entre-temps. L'assurance, c'est un acte de commerce par accessoire. Vous connaissez qu'un acte de commerce par accessoire, ce sont les actes civils par nature accomplis pour les besoins d'un commerce. Alors là, l'exemple qui me vient à l'esprit, et qui est l'exemple révélateur, c'est les actes de crédit. Alors, une demande de crédit, généralement, c'est un acte civil, immobilier ou bien à la consommation. Alors, généralement, c'est un acte civil. Mais, parallèlement, alors la banque, généralement, elle demande et impose à son client de signer parallèlement à son contrat à sa demande de crédit, un contrat d'assurance par laquelle la banque sera tranquille en cas de perte de l'emploi de son client, ou bien en cas de décès, ou bien en cas dans les cas où il deviendrait incapable de rembourser son crédit. Alors, dans ce cas, l'acte d'assurance ou bien le contrat d'assurance, c'est un acte de commerce par accessoire. C'est un accessoire au contrat initial qui est la demande de crédit. Alors, puisque le commerçant, c'est la personne qui exerce ses activités commerciales, donc l'assurance, c'est une activité commerciale qui est exercée par un commerçant. Alors, quelles sont les obligations qui pèsent sur un assureur en tant que commerçant? Premièrement, exercice professionnel. On a déjà dit, lorsqu'on a commencé l'assureur, que l'assureur doit être un bon professionnel en la matière. Donc, il doit être professionnel et il doit exercer son activité ou bien son métier en étant professionnel, d'une façon professionnelle. Deuxième obligation, exercice habituel. Il doit avoir l'habitude d'exercer et de commercialiser les produits qui lui ont été octroyés, qui lui ont été agréés et qui lui ont été accordés par le ministère des Finances. L'exercice doit être personnel et indépendant. Alors, l'exercice personnel, l'assureur, il doit agir, il doit s'engager en son nom propre. Et l'exercice doit être indépendant. On sait tous que un acte commercial est un acte indépendant et toute personne peut l'exercer comme bon lui semble, oui, mais sous contrôle de l'État. Bien sûr, et en parfait respect de la loi. Quatrième obligation, immatriculation au registre de commerce qui est régi par le chapitre 2 de la loi relative au droit commercial. Alors, le registre de commerce, vous le connaissez tous, il est constitué par des registres locaux et un registre central. Alors, vous l'avez déjà vu dans le droit commercial. Alors, il doit être immatriculé au registre de commerce. Autre obligation, alors l'assureur, il est obligé de régler les droits
fiscaux. Lorsque je parle des droits fiscaux, donc, il est obligé de s'acquitter de toutes ces impositions. Alors, lorsqu'on parle des impositions, on parle de l'IR, on parle de l'IS, on parle de la patente, on parle de toutes les impositions qui s'imposent à lui en tant que commerçant et en tant que société commerciale. Un assureur, il est obligé d'avoir un compte bancaire. Ça, c'est d'après l'article 18 du Code de commerce qui stipule que tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Donc, il est obligé d'avoir un compte bancaire en tant que commerçant et bien évidemment en tant qu'assureur. L'assureur, il est obligé, il est tenu d'avoir une comptabilité conforme. C'est d'après l'article 19 du Code de commerce qui stipule que le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 988 relative aux obligations comptables des commerçants et qui est promulguée par le Dahir numéro 1 92 138 du 30 Jumada 2413 25 décembre 1992. Alors, si cette comptabilité est régulièrement tenue, alors cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Mais si cette comptabilité, elle est irrégulière, alors les tiers peuvent opposer aux commerçants le contenu de cette comptabilité qui est tenue d'une façon irrégulière. Alors, une autre obligation, c'est le respect des délais de paiement. Alors, on connaît tous qu'un commerçant, il est tenu par le respect de ces délais lorsque ces délais sont déjà convenus dans un contrat, mais s'il n'y a pas de clause conventionnelle, alors il est tenu de respecter les délais de paiement qui sont énumérés par le Code de commerce, délai de 60 jours, 90 jours, ça dépend du cas de figure c'est-à-dire qu'ils doivent respecter. Autre obligation qui pèse sur l'assureur, il y a des obligations envers leurs clients. Alors, un assureur, il a des obligations envers sa clientèle. Obligation de facturation, obligation d'information, obligation de respecter ses engagements, obligation, donc tout cela, ce sont des obligations qu'il doit respecter vis-à-vis de sa clientèle. L'assureur a également des obligations envers les organismes professionnels. Les organismes professionnels, c'est-à-dire à laquelle il peut ou bien il doit adhérer. On parle de la Chambre du commerce, on parle de la Fédération marocaine des assureurs. Alors, tout cela, ce sont des organismes, c'est-à-dire il a des obligations vis-à-vis de ses concurrents. Et il y a également des obligations vis-à-vis des autres commerçants. Donc, ça c'est la même chose. L'assureur, il a également des droits, non seulement des obligations, il a également des droits. Il a le droit de la liberté d'entreprendre, c'est l'article 19 de la Constitution qui nous le dit. Donc, il a la liberté d'entreprendre, la liberté de conclure, la liberté de pratiquer, d'exercer son métier, mais bien évidemment dans le strict respect de la loi. Et bien sûr, doit bien respecter tout ce qui lui a été accordé par le ministère des Finances. Parallèlement, il a également des prérogatives syndicales. Il a le droit de gagner le profil qu'il peut, c'est-à-dire, et il a le droit de demander et d'exiger la protection de ses transactions et de ses opérations qu'il commercialise. L'assureur, il est tenu par un ensemble de conditions. Parmi ces conditions, alors, l'assureur, il est tenu par la loyauté. Il doit être loyal, sincérité, transparence. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ses clients en premier lieu, vis-à-vis également de l'État. Donc, il doit agir, comme on dit, en bon père de famille. Il n'a pas le droit de dissimuler ou de cacher ou de ne pas bien répondre à sa clientèle lorsqu'il le faut. Une autre obligation qui pèse sur l'assureur,
Alors, l'assureur, il est obligé d'agir dans l'intérêt des consommateurs d'assurance. Alors là, c'est la même chose, donc vis-à-vis de sa clientèle. Donc, il doit bien chercher, bien sûr, il doit les informer et il doit chercher à ce que l'intérêt des consommateurs soit une priorité. L'assureur, il est tenu de respecter les lois et règlements. Ça, on l'a déjà dit. L'assureur, là, c'est une stipulation législative qui est fondamentale et qui est claire, apparente et précise qui s'impose sur l'assureur. L'assureur, il est tenu de remettre à sa clientèle une notice d'information. Une notice d'information, on va la voir dans la preuve du contrat, mais juste à donner un petit aperçu. Notice d'information par laquelle l'assureur, il informe sa clientèle de tous les éléments qui relativent, un élément de tous les éléments relatifs à une opération d'assurance déterminée. Par exemple, lorsqu'on parle de assurance auto, donc l'assureur, il est tenu de remettre à son client une brochure ou bien ce que la loi a dit, une notice d'information qui divulgue toutes les informations et tous les éléments relatifs à cette opération qui est assurance auto. Une autre obligation s'impose à l'assureur, c'est la tarification de ses garanties pour être en mesure d'honorer ses engagements futurs. Tarification de ses garanties, on va la voir plusieurs fois, mais juste pour la clarifier, la tarification de ses garanties, l'assureur, il est obligé lorsqu'il est en train de mettre un tarif à une opération d'assurance déterminée dans des conditions déterminées, donc avant d'imposer ou bien avant de donner à son client un tarif que le client doit payer, donc il doit bien prendre ses précautions, il doit bien mesurer les choses, il doit bien avoir toutes les données nécessaires pour qu'il arrive dans l'avenir, en cas où le dommage vient d'arriver, il doit avoir la capacité de répondre, est-ce qu'on a, d'après la loi, en mesure d'honorer ses engagements futurs. Autrement dit, si l'assureur n'a pas bien calculé les éléments ou bien les données qu'il a entre ses mains, lorsqu'on parle des éléments et les données, ce sont les données qui lui ont été données par son client. Par exemple, lorsqu'on parle de assurance auto, lorsqu'un client se dirige vers l'assureur pour souscrire une assurance auto, la première chose qu'il fait, il donne tous les éléments nécessaires à l'élaboration de son contrat. La marque, la date de mise en circulation, nombre de chevaux, numéro de châssis, etc., etc., etc. Le client, ça sert pour un transport ou bien pour usage particulier ou bien pour je sais pas moi. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération d'une façon importante à l'assureur et il doit, à partir de ces éléments, donner et arriver à avoir un tarif bien, c'est-à-dire un tarif adéquat pour que lors de la survenance de l'accident ou bien du dommage, il arrivera à répondre à son client et à respecter ses engagements. Alors, la suite de l'assureur, là on a vu l'assureur d'une façon abrégé, mais on a vu l'assureur en tant que personne, en tant que partie. On va la voir plusieurs fois, c'est-à-dire on aura l'occasion de répéter plusieurs fois et de s'arrêter plusieurs fois sur cette partie qui est l'assureur, mais la partie qui est spécifique à cet acteur d'assurance, c'est la société d'assurance dans laquelle on va voir de plus près quelles sont les obligations de cette société, quelle est la forme qu'elle peut prendre et comment elle peut avoir la qualité et le titre de l'assureur. Deuxième acteur de l'assurance, c'est l'assuré. L'assuré, la définition linguistique qui a été donnée à l'assuré, alors c'est un adjectif, alors l'assuré peut être adjectif et non. C'est d'après le petit Robert qui nous le dit. Alors, c'est un adjectif et non. C'est celui qui met en sûreté, à l'abri du danger, ce qui est certain. L'assuré est un nom, c'est une personne garantie par un contrat d'assuré.
Alors, ce qui nous intéresse ici comme acteur du droit des assurances, c'est l'assuré en tant que nom, parce que c'est une partie à un contrat. Donc, c'est la personne garantie avec eux à la fin, par un contrat d'assuré. L'assuré, d'après l'article 1 de la loi numéro 1799, la définition juridique, c'est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance. Une personne physique, un particulier, une personne morale, une entreprise, une société, un établissement, un groupement, c'est-à-dire une collectivité qui a opté, ou bien une collectivité qui veut se sécuriser, ou bien qui veut sécuriser son personnel, donc elle opte pour une opération d'assurance. Alors là, c'est une personne morale sur laquelle, l'assuré sur laquelle, c'est-à-dire c'est sur cette personne ou sur les intérêts de laquelle, lorsqu'on parle des intérêts de laquelle, donc on parle de tous les biens qui appartiennent à cette personne, repose l'assurance. Donc, lorsque c'est une personne qui est sécurisée, alors c'est sur laquelle. Lorsque c'est un bien qui est sécurisé, on parle sur les intérêts de laquelle. Pourquoi? On dit par exemple, cette personne, elle est assurée. Elle est assurée contre maladie, décès, incapacité, maternité, etc., etc. Donc, c'est une personne assurée. Ou bien on dit c'est une voiture assurée. Une voiture assurée, là, c'est un intérêt, c'est un bien qui appartient à une personne qui a signé le contrat, mais non pour en bénéficier à la fin de compte, mais c'est cette personne c'est cette voiture qui est sécurisée. Alors là, on parle sur les intérêts de laquelle repose l'assurance. C'est-à-dire l'assurance, elle repose sur qui? Elle sécurise qui? C'est qui a le titre d'assuré. Alors, c'est la définition juridique donnée par l'article 1 de la loi numéro 1799. L'article 1er de l'arrêté du ministère des Finances et du ministre des Finances et de la Privatisation, cet arrêté numéro 1053-06 du 26 mai 2006, nous dit que l'assuré, ou bien entre autres, nous dit que l'assuré, c'est le souscripteur du contrat. Alors là, c'est en sept opérations. C'est le propriétaire du véhicule assuré. C'est toute personne ayant, avec l'autorisation de l'un ou de l'autre, la garde ou la conduite du véhicule assuré. Alors là, on parle des assurances auto. Exception des garagistes. Alors là, il ne s'est pas assuré. Des personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles, ainsi que leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction. Alors là, c'est une autre définition. Une autre définition donnée de l'assuré en assurance de personne. On va voir c'est quoi assurance de personne. Alors généralement, ce sont les assurances qui touchent la personne de l'assuré. L'assuré est toujours, alors l'assuré dans les assurances de personne, c'est toujours une personne physique. Toujours une personne physique sur la tête de qui repose le risque. Alors lorsqu'on parle du risque, on parle du décès, on parle de survie, on parle d'invalidité, on parle de maladie, on parle de maternité, etc. Ce qui entraîne la mise en exécution du contrat d'assurance et donc le versement de la prestation par l'assureur. Alors là, c'est une définition spécifique dans une opération spécifique, dans une catégorie d'assurance spécifique qui est assurance de personne. Dans les opérations d'assurance de personnes, on va les voir dans les opérations d'assurance. Alors, dans les assurances de personnes, ce sont les opérations qui touchent la personne dans son intégrité physique. Donc, lorsqu'on a dit qu'il doit être une personne physique, bien évidemment, parce que ça touche l'intégrité physique et sur la tête de qui repose le risque. Lorsqu'on parle de sur la tête de qui, la personne qui pourrait dans le futur subir et avoir le dommage, soit le décès, soit l'invalidité, soit la maladie, soit l'incapacité. Alors
tout cela, ce sont les dommages qui peuvent survenir à cette personne physique. Généralement, l'assuré, c'est le pivot autour duquel s'articule tout contrat d'assurance sur la vie. La prime et la somme promise sont fonction de son âge, de son état de santé. Il y joue un rôle passif, bien évidemment. Alors l'assuré, c'est toujours le pivot, c'est l'élément primordial autour duquel tourne, c'est l'objet même du contrat. Parce que lorsqu'on parle de l'assuré, alors on parle de sa personne, de son âge, de sa profession, de la catégorie de son emploi, etc. Donc c'est autour de qui le contrat a été signé. C'est l'objet même du contrat. Alors l'assuré, il y a des obligations qui pèsent sur l'assuré et qui ressortent et qui sont qui ressortent de notre code des assurances qui imposent à l'assuré certaines obligations. Première obligation, payer la prime aux cotisations aux dates convenues. Alors l'assuré, il est obligé, lorsqu'il est partie prenante à un contrat d'assurance, lorsque je parle de partie prenante, c'est lui qui a signé, c'est lui qui a négocié, c'est lui qui a opté, c'est lui qui a conclu. Donc il est obligé de payer la prime ou la cotisation dans la date convenue dans les contrats, soit de façon annuelle, soit de façon semestrielle, soit de façon, ça dépend de ce qu'ils ont convenu dans le contrat. Une autre obligation s'impose sur l'assuré de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, qu'il prend à sa charge. On a déjà dit, lorsque l'assuré veut sécuriser sa personne, son entourage, ou bien un bien qui lui appartient, ou bien une marchandise, ou bien un transport qui arrivera un jour ou l'autre, alors là, il est obligé de donner toutes les informations qu'il connaît à la date de la conclusion de ce contrat, c'est-à-dire lors de la conclusion du contrat. Alors, il n'a pas à se dire que non, cet élément n'est pas important, non, ça n'intéressera personne, ça n'intéresse que moi. Non, il est obligé de répondre et de déclarer et de préciser et de clarifier tous les éléments qui entourent cette chose assurée ou bien qui entourent cette personne qui est assuré et qui aura le titre et la qualité d'assuré. Et bien évidemment, cette condition pourrait permettre à l'assureur, comme on a déjà dit, de tarifier, de donner un bon tarif de la prime lorsqu'ils sont en train de négocier la cotisation ou bien la prime, c'est-à-dire la somme qu'il doit payer. Alors l'assureur, il aura pris toutes ces dispositions pour ne pas être dans l'embarras en cas où le dommage vient d'arriver d'un jour ou l'autre. Une autre obligation. L'assuré, il est obligé d'adresser à l'assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l'assureur pour déterminer le montant de la prime. Alors là, c'est la même chose. Il y a d'autres éléments qui peuvent surgir, qui peuvent apparaître à un moment ou à un autre. Même après la conclusion d'un contrat, certains éléments peuvent apparaître. Alors là, ils peuvent convenir dans ce contrat que l'assuré, il est obligé, aux dates fixées par le contrat, de déclarer ou bien de donner déclaration des éléments qui peuvent être importantes à l'assureur avant de déterminer le montant de la prime ou bien pour rectifier le montant de la prime. Une autre obligation s'impose à l'assuré, alors là, ce sont des obligations législatives, de déclarer à l'assureur les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques. Alors l'assuré, il est obligé de déclarer tous les éléments qui peuvent entraîner ou bien qui peuvent aggraver la survenance de ce dommage, même après la conclusion du contrat. Une autre obligation. L'assuré, il est obligé de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les 5 jours de sa survenance de tout sinistre
de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Donc là, c'est un délai légal qui s'impose à l'assuré en cas de survenance d'un accident. Il est obligé de le déclarer à l'assureur dans un délai de 5 jours. Alors là, ce sont les obligations qui s'imposent à l'assuré vis-à-vis de l'assureur. Troisième partie, troisième acteur, c'est le souscripteur. Alors, la définition linguistique donnée du souscripteur par notre petit Robert, le souscripteur, c'est celui qui souscrit, c'est celui qui signe pour approuver quelque chose, pour approuver certaines clauses, pour approuver ce que les parties ont négocié. Le souscripteur, c'est celui qui donne son adhésion. Alors là, lorsqu'on parle d'un contrat d'adhésion. Le souscripteur, c'est celui qui s'engage à fournir une somme. Alors, tous ces éléments correspondent à la vraie, tous ces éléments correspondent à la qualité de souscripteur en matière de droit des assurances. Et c'est celui qui souscrit, c'est celui qui signe, c'est celui qui donne son adhésion, c'est celui qui s'engage à fournir, à payer, à régler une somme. L'article 1 de la loi numéro 1799 stipule que le souscripteur ou contractant, donc obligatoirement et automatiquement, le souscripteur, c'est celui qui est une partie au contrat. Alors, le souscripteur, c'est une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. C'est celui qui s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime. Autrement dit, le souscripteur, c'est lui qui est contractant, c'est lui qui a contracté bien évidemment pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Ça, on va parler de la dernière partie, du dernier acteur de l'opération d'assurance. On va la voir par la suite. Et c'est celui qui s'engage. C'est de toute façon ce qui nous a été précisé par le petit Robert dans sa définition linguistique du souscripteur. D'autres définitions données du souscripteur, c'est la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté numéro 1053-06 relative à l'assurance en matière de responsabilité civile, ou bien également la même définition a été donnée par l'article 1 de l'arrêté numéro 2003-05 qui concerne les assurances en matière d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Alors ces deux arrêtés, ces deux articles stipulent que le souscripteur, c'est une personne morale ou physique ainsi dénommée aux conditions particulières du contrat. Conditions particulières, on va les voir dans la preuve du contrat. Alors généralement, le souscripteur, c'est le preneur d'assurance. Preneur d'assurance, c'est lui qui prend l'initiative de opter, de conclure, de négocier. C'est lui qui a choisi de conclure et de sécuriser et d'adhérer à une opération d'assurance. C'est lui qui prend cette assurance, c'est le preneur d'assurance. Il prend part à une souscription, lorsqu'il ne prend part à une souscription, là on parle d'un adhérent. C'est le négociateur, c'est le co-contractant au nom de laquelle la police est signée et il s'engage au paiement des primes. Alors là, on devrait lever l'ambiguïté entre la qualité d'assuré et la qualité de souscripteur. Des fois, dans un contrat d'assurance, le souscripteur, il est aussi assuré. Alors, vous vous souvenez, lorsque j'avais dit, je vais revenir un petit peu en arrière, dans le cadre de la définition juridique donnée de souscripteur, on avait dit qu'il contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Ce qui nous montre que le souscripteur, il peut dans certains cas, avoir en même temps la qualité de souscripteur et d'assuré, et dans d'autres cas, il peut avoir uniquement le titre de souscripteur, mais il n'est pas assuré. Alors,
On va parler du premier cas. Il est souscripteur et assuré. Lorsqu'il souscrit pour son propre compte personnel, c'est lui qui, c'est-à-dire pour son propre compte personnel, en contrepartie d'une cotisation, par le biais d'un contrat. Alors, l'intérêt, l'objectif, c'est se protéger contre d'éventuels risques. Il est à la fois souscripteur et il est à la fois assuré. C'est lui qui est assuré. Ou bien, c'est le bien qu'il dispose qui est assuré. Alors, dans ce cas, il est à la fois souscripteur et assuré. Dans d'autres cas, il peut être souscripteur, mais il n'est pas assuré. Lorsqu'il a choisi d'assurer, ou bien lorsqu'il a choisi une opération d'assurance à travers une stipulation pour autrui, par laquelle il indique une autre personne bénéficiaire. Alors cette personne, elle est soit connue, soit éventuelle, et qui devient mandant du souscripteur. Montant du souscripteur, autrement dit, c'est cette personne qui décroche la garantie en cas de réalisation du dommage. Alors là, c'est une stipulation pour autrui mentionnée dans le contrat par laquelle le souscripteur, il indique qu'en cas de réalisation d'un dommage X, alors c'est une personne, c'est une autre personne, soit elle est connue, c'est-à-dire on donne l'identité réelle de cette personne, ou bien soit seulement on donne la situation dans laquelle peut se trouver cette personne. Par exemple, on dit les personnes transportées, exemple. On parle par exemple de piétons. On parle par exemple de, je sais pas moi, donc là, un bénéficiaire peut être connu, ou même peut être éventuel. On ne connaît ni son identité et on ne connaît même pas la situation dans laquelle peut se trouver cette personne en cas de réalisation de l'accident. Généralement, comme j'ai déjà dit, le bénéficiaire, il devient mandant de souscripteur et c'est lui qui décroche la garantie. Alors, ce qui nous ramène à la quatrième acteur du contrat d'assurance, on parle du bénéficiaire. Alors, le bénéficiaire, c'est la personne appelée à bénéficier de la prestation de l'assureur en cas de survenance du sinistre. Alors, c'est elle qui en décroche la prestation en cas de la réalisation du risque. Le bénéficiaire peut être souscripteur, peut être l'assuré, peut être les trois. On va les voir. Le bénéficiaire peut être un tiers au contrat d'assurance autre que l'assuré. Le bénéficiaire, c'est celui qui bénéficie d'une indemnisation, d'une réparation, d'une assistance, autrement dit, c'est la prestation promise par l'assureur. Dans une opération d'assurance de personnes, le bénéficiaire, c'est une personne physique ou morale désignée par le souscripteur. Donc, elle doit être désignée pour percevoir une somme que l'assureur devrait lui verser en cas de réalisation du sinistre prévu et assuré par un contrat. Donc, c'est la personne qui est désignée, qui est indiquée par le souscripteur pour décrocher la somme que l'assureur devrait obligatoirement lui donner, ou bien la prise en charge, ou bien l'indemnisation, etc., lorsque le dommage vient de se réaliser. En matière d'assurance de responsabilité, alors on va la voir dans la classification des opérations d'assurance, mais de toute façon c'est clair et net, assurance de responsabilité, là on parle de la responsabilité civile, parce qu'on a déjà dit dans la partie qu'on a déjà vu que lorsqu'on parle de responsabilité en matière d'assurance, on parlera de la responsabilité civile. Je vous ai délimité les types de responsabilités. On a parlé de responsabilité pénale, responsabilité administrative, responsabilité disciplinaire, et on s'est arrêté sur la responsabilité civile qui nous intéresse en matière d'assurance. Donc, assurance de responsabilité, ce sont les opérations de responsabilité civile. Alors, en matière de responsabilité civile, le bénéficiaire, c'est la victime qui n'est qu'un tiers éventuel. Ça, c'est clair et net. Parce que en matière de responsabilité civile, on connaît tous que le dommage survenu à un tiers par la faute personnelle du responsable
par la faute d'un préposé, par la faute d'une chose ou bien d'un objet qui appartient à la personne responsable, par une faute commise par les enfants de la personne responsable, alors généralement la victime n'est pas connue. C'est un tiers éventuel, c'est un X. Et ce X, il dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile de la personne responsable. Lorsque le souscripteur, bon voilà, je vais un petit peu utiliser les termes parce qu'on les a déjà clarifiés, comme ça vous allez vous familiariser avec ces expressions. Alors lorsqu'un souscripteur il a souscrit une opération d'assurance en matière de responsabilité civile, alors en cas de réalisation du dommage, alors la victime dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur qui a accepté lors de la souscription de garantir le responsable en matière de responsabilité civile. Alors, autrement dit, l'auteur du dommage, toujours en matière de responsabilité civile, est débiteur de la dette de réparation et d'indemnisation. Ça, c'est sûr. Alors, l'auteur du dommage devient débiteur de la dette de réparation et d'indemnisation. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la victime. La victime, elle devient créancière d'indemnité particulièrement protégée en droit des assurances. Alors, le droit des assurances, il a parfaitement protégé la victime en matière de responsabilité civile lorsqu'elle a subi un dommage direct et clair par un responsable et qui fait partie des opérations d'assurance responsabilité civile. Dans les acteurs du droit des assurances, à ne jamais faire la confusion entre les trois parties ou bien les trois acteurs qu'on a clarifiés: souscripteur, bénéficiaire, assuré. Pourquoi? Dès le début, l'assurance n'était qu'une opération bipartite, n'était qu'une opération bilatérale entre un assuré et une partie assureur. Alors l'assureur, ça c'est clair et net, on l'a déjà vu. Avant, l'assuré, c'était la personne qui cherchait une sécurité spécifique, qui cherchait une assistance déterminée en cas de réalisation d'un dommage déterminé dans le futur. On va les voir beaucoup plus en détail lorsqu'on va parler de dommages, sinistres, etc. Donc, il avait le titre d'assuré parce que c'est lui qui était assuré. C'est lui qui avait la qualité d'assuré. Donc, comme on dit, cette personne, elle est assurée. Avec le temps, d'autres acteurs ont surgi et d'autres délimitations ont surgi et d'autres éléments également se sont apparus. Ce qui a révélé pour l'assurance d'autres acteurs et d'autres personnes qui sont indispensables à un contrat et qu'on les trouve dans une opération et dans un contrat d'assurance, qu'on le veuille ou pas. Alors, lorsque la personne qui signe, c'est la personne souscripteur, mais elle n'est pas obligatoirement assurée. C'est pour cela qu'on a fait la distinction entre souscripteur et assuré. C'est le souscripteur qui signe, c'est le souscripteur qui négocie, c'est le souscripteur qui cherche un assureur, c'est-à-dire c'est lui qui choisit entre les multiples sociétés d'assurance qui se trouvent sur le marché actuellement, c'est celui qui est co-contractant, c'est celui qui s'engage, c'est celui qui paye. Et c'est celui également qui délimite et qui détermine les clauses de ce contrat et qui opte qui en sera l'assuré, soit en matière d'assurance de personnes qui aura le titre l'assuré, c'est-à-dire la personne sur la tête de qui repose l'assurance, ou bien qui est le bien assuré, soit une voiture, une entreprise, un stock, une marchandise, etc., etc. Alors là, c'est la personne qui a la qualité et qui a le titre d'assuré avant la réalisation du dommage. On dit toujours, cette voiture, elle est assurée. Cette personne, elle est assurée. Mais que le dommage se réalise ou pas,
Alors, toujours cette personne, tant que le contrat il est toujours en vigueur, toujours cette personne, elle a la qualité, elle a le titre d'assuré, elle a la protection de l'assureur, et toujours ce bien, il est assuré. Donc là, c'est la qualité de l'assuré. Donc, l'assuré n'est pas obligatoirement la personne qui est souscripteur. La personne bénéficiaire ne peut jamais être souscripteur. Alors, il peut y avoir souscripteur et assuré en même temps, mais souscripteur et bénéficiaire, oui, mais bénéficiaire en premier et souscripteur, jamais. Alors toujours, c'est la qualité du souscripteur qui prévaut, c'est toujours le souscripteur qui est primordial et qui est très important donc pour l'élaboration, pour mettre, c'est-à-dire pour mettre en vie une opération d'assurance et pour créer un contrat d'assurance. Et c'est à travers la rédaction de ce contrat, à travers les négociations, que ce souscripteur détermine si c'est lui qui aura par la suite, c'est-à-dire à partir du moment où le contrat entrera en vigueur, est-ce que c'est lui qui aura parallèlement à sa qualité de souscripteur le titre d'assuré, ou bien qui aura parallèlement à sa qualité de souscripteur la qualité de bénéficiaire et assuré, ou bien il aura uniquement la qualité de souscripteur. Alors, généralement, pour faire un récap, le souscripteur, c'est le co-contracteur, c'est le négociateur, c'est le débiteur de la prime. L'assuré, c'est la personne sur laquelle pèse le risque, c'est la personne qui peut subir le dommage assuré, c'est le bien qui est protégé contre d'éventuels accidents ou bien contre des éventuels dommages convenus dans le contrat. Le bénéficiaire, c'est celui, ça doit être une personne obligatoirement, le bénéficiaire, c'est celui qui reçoit les capitales, c'est celui qui reçoit la rente due, et c'est la personne désignée. Cette personne peut être soit une personne connue, c'est-à-dire identifiée, soit c'est une personne qui n'est pas connue, qui est éventuelle, soit qui pourrait se trouver dans une situation déterminée, ou bien une personne X à la seule condition qu'elle soit victime d'un dommage ou bien d'une faute qui est mentionnée dans le contrat. Et là, on revient à la définition qu'on a déjà dit. Dans tous les cas, une opération d'assurance peut seulement être une relation bipartite, ça dépend du choix des parties, peut dépasser ce cadre-là et devenir une relation tripartite, et peut même arriver à une relation quadruple qui engendre des effets à ces 4 personnes. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, pour voir l'autre partie relative au régime juridique des opérations d'assurance. Une petite précision que je tiens à clarifier, c'est que les parties du droit des assurances, ce sont des parties, les éléments dans toute partie, ce sont des éléments qu'on verra plus souvent, ce sont des éléments qui se répètent souvent, c'est-à-dire dans les parties qui suivront, on va également voir le bénéficiaire, on va voir l'assuré, on va voir l'assureur, on va voir le souscripteur, etc. Mais je ne m'arrêterai pas pour préciser ou bien pour définir tous ces éléments. Dans chaque partie, on verra les expressions qui lui sont propres. Et lorsqu'on va les revoir dans les parties qui suivront, alors normalement, vous êtes censé bien les maîtriser et bien les connaître. Donc, les parties qui vont suivre, on va rentrer beaucoup plus en détail pour déterminer quels sont les éléments relatifs aux opérations d'assurance approuvées à être commercialisées par les autorités marocaines. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.